Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'être relativement rapide, essayer de me tenir à mes 15 minutes. Et je vais vous présenter ce qu'est le programme Digital of Africa. Je vais essayer de vous présenter les différents produits qui sont accessibles à travers la plateforme qui est mise en place. Et je vais me focaliser sur l'eau, sachant que d'autres types d'études sont possibles, notamment autour du carbone et autour de l'évolution de la végétation et des forêts. Donc, je vais commencer par Digital of Africa. Donc, Digital of Africa, c'est un programme qui est financé par le département des affaires étrangères australien et un trust américain pour l'instant, et qui a pour but d'être établi en Afrique, gouverné en Afrique, avec toutes les données en Afrique. La vision de DA Africa, c'est de fournir un service de routine fiable, opérationnel, qui permet d'utiliser les données d'observation de la Terre pour fournir des produits prêts à soutenir la prise de décision et qui permettra aux décideurs politiques, aux scientifiques, au secteur privé, à la société civile de faire face aux changements sociaux, environnementaux, économiques sur le continent et développer un écosystème d'innovation. Le but étant de donner accès à toutes ces données d'observation de la Terre à tout le monde, ou en tout cas à un plus grand nombre possible d'acteurs au niveau des SDG ou au niveau des changements environnementaux. Donc, à travers des Africains, nous aimerions pouvoir aider à traiter des problèmes de dégradation des sols, de l'érosion côtière, de l'urbanisation. Mais je vais parler en détail des ressources en eau et des risques d'inondation aujourd'hui, mais aussi de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. La mission de DE Africa, c'est de traiter les données, les mettre librement accessibles, vraiment, j'insiste sur le librement accessible, tout en travaillant en étroite collaboration avec la communauté AfriGeo. On est au travail, et je vous le montrerai ensuite, comme Fatou l'a annoncé, on travaille avec différents partenaires pour implémenter le programme en Afrique et nous sommes à l'écoute de tous les besoins des différentes institutions et des différents problèmes qui arrivent en ce moment sur le continent africain, et on essaye d'être réactif à tous ces programmes. Et on essaiera de tirer parti des données d'observation de la Terre qui sont déjà disponibles et gratuites et de les traiter de façon à ce qu'elles soient le plus faciles à utiliser possible. Donc, on est gouverné par différents principes clés. Le premier, comme j'ai défini, c'est que les données sont ouvertes et gratuites, ouvertes à tout le monde. C'est un service opérationnel, c'est-à-dire que les données qui sont mises à disposition des données d'observation de la Terre sont disponibles directement après que celles-ci soient acquises par un satellite. C'est-à-dire que si la semaine dernière, Landsat a acquis une image sur le Niger, vous l'aurez par exemple 2 semaines après sur la plateforme. Et tout cela est fait de manière automatique, pas besoin d'avoir aucun process ou aucun workflow de votre côté à développer. Responsabilité transparente, c'est-à-dire, comme j'ai indiqué, réactif aux priorités africaines. Et le programme est lui-même géré par un advisory committee qui est constitué uniquement d'Africains. Un grand principe aussi de DE Africa, c'est la diversité et l'inclusion. La plateforme est ouverte à tout le monde et on insiste pour que les minorités aient accès à la plateforme. Comment ça marche? Comme je viens de dire, nous utilisons les données satellites qui prennent différentes images en différentes bandes, en différentes longueurs d'onde de l'Afrique. On va chercher toutes ces images, on les traite pour qu'elles soient le plus faciles à analyser, et on met ça dans ce qu'on appelle l'Open Data Cube, qui est en gros le système informatique ou le système de logiciel open source que nous utilisons, de façon à ce que n'importe qui puisse travailler sur les ODD ou d'autres problèmes liés à l'agenda 2063. Sur notre réseau, vous aurez peut-être à discuter avec Edouard et Kenneth, qui sont le manager technique et le manager des utilisateurs en Afrique. Et nous travaillons avec, comme l'a indiqué Fatou, avec
6 implementing partners en Afrique, incluant OSS, mais incluant aussi CSE ou Afrigist pour votre région. Donc, je vais parler un petit peu des données qui sont disponibles et qui sont mises à disposition de tout le monde. Je vais insister sur le fait que tout l'ensemble des données couvre toute l'Afrique. Il ne s'agit pas de favoriser un pays ou un autre. Toutes ces données sont hébergées à Cape Town, donc en Afrique aussi, chez AWS. Et le type de données que nous avons mis à disposition couvre des données à haute résolution, à 10 mètres de résolution, donc les données Sentinel-2, qui couvrent de 2017 jusqu'à présent et qui est à jour, c'est-à-dire que vous avez accès aux dernières données qui ont été hackées. Landsat, qui a une résolution de 30 mètres et qui couvre, elle, une archive allant de 1985 jusqu'à l'actuel, ce qui permet de faire une analyse au cours du temps extrêmement longue et de voir une évolution pour des phénomènes longs, par exemple tous les phénomènes liés au changement climatique. Nous avons aussi mis à disposition sur la plateforme les données Sentinel-1 qui sont des données radar et qui peuvent aussi aider à comprendre les variations d'étendue de l'eau, par exemple. Et cette donnée couvre de 2017 à l'actuel. Vous aurez aussi accès sur la plateforme à des données de type DTM, donc données numériques de terrain, qui permettent d'aider aux analyses. Donc, toutes ces données sont des données brutes qui ont été traitées de façon à ce qu'elles soient faciles à analyser dans le sens où lorsque vous faites une analyse avec ces données, vous n'utiliserez que la partie qui vous intéresse. Vous n'allez pas traiter toute une scène qui va faire des kilomètres et des kilomètres. Vous n'utiliserez que la partie qui vous intéresse, ce qui limite la quantité de processeurs dont vous aurez besoin pour faire le calcul ou la mémoire que vous avez besoin. Donc, juste pour vous donner ici une idée de comment ça se passe pour les satellites qui sont les satellites Landsat. Il y a 3 satellites Landsat, Landsat 5, Landsat 7 et Landsat 8. Tous ces satellites sont actifs. Landsat 5 a un peu de mal en ce moment, mais Landsat 7 et Landsat 8 sont actifs. Ce que Digital Earth Africa fait, il récupère ces données, les traite, les met à disposition sur le hub de AWS à Cape Town dans un format qui est très facile à manipuler et vous pouvez accéder à ces données à travers différentes interfaces dont je vais vous parler un peu plus en détail. Il y a 2 interfaces principales, qu'on appelle le Jupyter Sandbox, qui est une interface où vous pouvez faire de la programmation, faire des analyses poussées, si vous connaissez un petit peu Python, ou alors une interface interactive qui s'appelle Map, où vous pouvez faire rapidement des études de changement entre 2 dates ou entre 2 types de données, les données que je viens de vous présenter, ou des données de type produit continental que Digital Earth Africa a développé. Donc ça, c'était pour les données qui sont brutes et disponibles sur la plateforme, mais conscient du fait que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de processeurs et de mémoire pour faire des calculs à une grande échelle. Digital Earth Africa a commencé à mettre en place des produits à l'échelle continentale et je vais me focaliser là sur les produits qui sont liés à l'eau. Et là, vous pouvez voir sur cette image un produit qui s'appelle WOFS, Water Observation from Space en anglais, observation de l'eau depuis l'espace, et je vais entrer plus en détail juste après. Donc ce produit est disponible à tous, pour tous les pays en Afrique, à une résolution de 30 mètres et permettra de couvrir bientôt de 1985 à aujourd'hui. C'est un produit qui a été validé sur le terrain avec nos implementing partners, donc on est confiant sur le fait que ce que vous voyez sur vos images, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et on a aussi mis en place un autre produit qui permet d'effectuer une analyse des changements très rapidement sur tout le continent africain, qui s'appelle Geomad et qui permet de voir pour chaque pixel quelle était la variabilité de ce pixel au cours d'une année. Ça permet de donner une idée pour savoir s'il y a eu des changements dans cette zone-là, si ces changements sont dus à quoi, est-ce que c'est des changements de végétation, est-ce que c'est des changements qui sont liés à l'eau ou à d'autres phénomènes. Et ça vous donne une idée, ben voilà, je vais me concentrer sur cette zone-là pour faire mes analyses ou mon étude. Donc, les plateformes qui sont disponibles à travers DEA Africa sont, comme je viens de l'indiquer, MAP, qui permet de faire une analyse des changements rapides, c'est interactif. Vous pouvez loader les images, soit brutes, soit les produits qui ont été développés. Il y a le DEA Africa Sandbox, qui permet de faire des analyses beaucoup plus poussées à travers des notebooks. Et si vous connaissez un petit peu en Python,
pouvez faire des analyses régionales extrêmement poussées, des animations qui permettent d'expliquer les changements. Vous pouvez accéder à toutes ces données aussi à travers un service de carte web qui vous permet d'importer ces données à travers QGIS si vous utilisez QGIS ou ArcMap, ArcGIS si vous utilisez ArcGIS. Et tous les notebooks qui sont créés par DE Africa ou par certains utilisateurs qui veulent partager leurs analyses sont ouvertes, open source, n'importe qui peut y accéder. Lorsque vous vous connectez sur la Sandbox, par exemple, l'accès est gratuit. Tout ce qu'on demande, c'est un nom d'utilisateur et vous aurez accès à 2 CPU, donc 2 processeurs et à 16 Go de mémoire. Maintenant, je vais parler un petit peu des produits qui sont liés à l'eau. Et on va commencer par essayer de comprendre comment les satellites voient l'eau. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est un schéma qui explique comment les satellites enregistrent les images du Soleil sur la gauche, en haut ici. Il y a une réflexion sur une surface en eau. Cette surface en eau peut être la mer ou peut être un lac, une rivière, va réfléchir ou absorber. Et la partie qui sera réfléchie sera enregistrée par le satellite qui, à travers un prisme, va séparer les différentes longueurs d'onde dans le visible ou dans l'invisible. Et ça permet, avec ces différentes bandes, de faire un travail sur les différents types de surfaces qui ont été rencontrées par l'eau. Donc l'eau absorbe certaines parties du spectre qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et ce spectre qui est enregistré par le satellite va avoir une signature aquatique. Donc on peut, à travers le travail sur les différentes bandes, ici, différents calculs entre les différentes bandes, qui sont différentes mesures au niveau du satellite, essayer d'identifier l'eau. Par exemple, ici, un exemple du lac de Guerre. Sur la gauche, c'est dans le visible. Au milieu, c'est une animation pour voir les variations du lac de Guerre et les rivières qui sont autour à partir de 2013 jusqu'à 2021. Et en faisant quelques calculs au niveau de différentes bandes qui ont été enregistrées par les satellites, on peut très facilement, sur l'image de droite, voir qu'on peut isoler uniquement l'eau et calculer l'étendue d'eau et créer ainsi des graphes comme en bas, avec Landsat ou avec Sentinel, qui permettent de calculer quelle est la variation de la superficie de l'eau. Donc ceci peut être fait à travers les notebooks ou à travers la Sandbox pour des zones qui ne sont pas très grandes, parce que vous avez besoin d'avoir beaucoup de puissance de calcul si vous voulez faire des calculs un peu plus importants ou des zones plus grandes. Mais vous pouvez y voir ici le principe, voir comment ça marche. De même, ici, des analyses qui ont été faites au Kenya ou en Tanzanie, utilisant le même principe que tout à l'heure, où on peut voir au centre les variations d'étendue du lac et des périodes de sécheresse où vous n'avez pas d'eau présente, ou des périodes qui ont beaucoup plus d'eau à travers le temps, en bleu ici. Et ça permet ainsi de comprendre quelles sont les saisons où vous aurez le plus d'eau ou quelles sont les saisons où il y aura moins d'eau, qui permet de prévoir en gros la sécheresse et de comprendre surtout l'évolution et l'étendue de l'eau, qui est très utile si vous voulez faire donc des calculs de comptabilité de l'eau. Donc ça, c'est des études que vous pouvez faire dans la Sandbox sur des zones qui ne sont pas très grandes, mais je vais maintenant parler d'un produit continental qui s'appelle Water Observation from Space. Et avant de commencer, je vais juste vous montrer comment ça marche. Donc l'image 1 ici, c'est une image qui a été acquise à une certaine date, dans les vraies couleurs. Lorsque je passe à l'image 2, les couleurs sont des fausses couleurs, c'est-à-dire que la lumière invisible est en quelque sorte contrastée, mise en évidence. Et l'image 3, c'est la même zone, mais sauf qu'ici, vous voyez, on revient ici, dans la zone en noir ici, c'est une inondation. Tout ça, c'est de l'eau, une inondation dans la même zone. Et on peut voir maintenant, si on isole ces bandes dans l'invisible, qu'on peut voir le contour exact de l'eau des zones inondées. Donc ça, c'est juste pour une période. Maintenant, si on fait ça à travers le temps, et je vais lancer une animation en espérant qu'elle marche, voilà. Donc si vous faites la même analyse à travers le temps, vous pouvez voir que, par exemple ici, les endroits où l'eau disparaît, l'eau apparaît, et ainsi, sur une année, par exemple, vous pouvez faire une sorte de résumé statistique qui va vous dire que dans cette zone-là, ici en bleu, l'eau était tout le temps présente, et dans les zones-là, ici en rouge, l'eau était très peu présente. Et ce qui vous donne une idée de la variation de la surface
de l'eau à travers le temps, ce qui est très utile pour faire des calculs de comptabilité de l'eau. Donc, et c'est comme ça que WOFS marche, c'est-à-dire que pour une année, on a compilé pour tous les pixels la statistique pour qu'un pixel ait de l'eau comparé à un autre endroit où il y aura beaucoup plus d'eau à travers le temps. En bleu, vous aurez les zones où l'eau est tout le temps présente. Donc ici, c'est un exemple dans la vallée du fleuve Sénégal, donc le lac Guerre. Et dans les endroits où il y aura beaucoup moins d'eau, ça sera en rouge ou en orange. Pardon. Et voir ces changements-là à travers le temps. Et ça, vous avez accès à ces données-là à travers l'interface Maps interactive. Si vous voulez voir ces données directement, il vous suffit d'aller à cette adresse, maps.digitalearth.africa, de choisir ici Explore Map et de choisir ce qu'on appelle l'Annual Water Summary. Donc, ce sera tous les Water Observations from Space, le charger et vous aurez accès à toutes ces données pour les 5 dernières années pour l'instant et nous sommes en train de construire jusqu'en 1985. Vous pouvez avoir une bonne idée ainsi historique de quelle est la variation de l'eau, mais aussi pour chaque année, essayer de comprendre comment cette eau a varié et plus en détail, si vous vous focalisez sur une zone, faire un calcul de surface de l'eau qui vous permettra, avec peut-être quelques approximations, de voir quelle est la variation du volume. Donc, par exemple, en utilisant toujours Maps, si vous choisissez de cliquer sur le lien qui est sur cette présentation, vous allez directement aller sur Maps et ça va vous amener exactement à l'image que vous voyez en bas à droite, qui vous permet de faire une comparaison ici pour le Burkina Faso, dans un lac, et faire une comparaison par exemple entre l'année 2018 et l'année 2019. Et vous pouvez voir par exemple qu'en 2018, il y a eu des zones où il y a eu beaucoup moins d'eau, dans certaines zones ici, dans ces parties-là qui sont plutôt jaunes. Et par contre, en 2019, il apparaît qu'il y a eu beaucoup plus d'eau dans ces zones-là, beaucoup moins de pixels qui ont montré moins d'eau au cours de l'année. Donc, vous pouvez voir ici les variations de volume à travers le temps. De la même manière, ici pour la Guinée-Conakry, les rivières ici de bord de mer, ou les bouches de rivières, vous pouvez voir très facilement les endroits où il y a eu beaucoup d'eau au cours de l'année, à l'opposé, les endroits où il y a eu moins d'eau au cours de l'année, et identifier les zones où il y a des changements. Ici, pour le Maroc, donc des lacs et rivières de montagne, pareil, vous pouvez comparer différentes années ici en bas et voir les endroits où l'eau, il y a eu un changement du niveau de l'eau, par exemple, dans ces zones-là, contrairement à d'autres années où ça a été beaucoup plus constant au niveau du volume d'eau. Pareil pour le Niger, ici, fleuve à Niamey, vous pouvez voir quelle est l'évolution au cours de l'année avec ce produit-là au niveau de ce fleuve-là. Donc, quand vous avez des périodes d'inondation, c'est très facile de voir quelles sont les zones qui ont été inondées. Si vous ne le voyez pas au niveau de ce produit-là au cours d'une année, vous pouvez regarder plus en détail, soit la donnée dans le visible, soit faire des calculs avec les différentes bandes pour isoler la réponse de l'eau et ainsi avoir une idée de l'étendue d'eau, de la variation d'étendue d'eau au cours de cette inondation. Encore un exemple ici en Tunisie pour un lac ici qui montre des gros changements entre 2018 et 2019, mais aussi des gros changements au cours de l'année. Un dernier exemple sur le Sénégal Sud, où vous pouvez voir ici très facilement les zones en bleu où l'eau est permanente et des zones qui sont plutôt rouges où l'eau varie beaucoup au cours de l'année. Donc, à quoi a déjà servi Water Observation from Space? En Australie, ça a déjà été utilisé pour l'évaluation des risques d'inondation, la résilience aux inondations, tout ce qui est flow, donc circulation d'eau de surface, la modélisation et la prévention des crues, l'écoulement d'eau, l'évaluation des inondations dans les zones tropiques, la persistance des points d'eau, les interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines, l'étude des eaux humides, et de plus en plus d'applications sont en train d'émerger et nous travaillons en ce moment avec plusieurs institutions en Afrique pour trouver d'autres cas d'application. Donc, en résumé, les données satellitaires de DE Africa sont disponibles gratuitement, prêtes à analyser. Toutes les données sont disponibles au même endroit, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser soit par Maps, soit par
Sandbox et vous aurez accès à toutes ces données. Vous pouvez couvrir une période de 85 jusqu'à quelques jours en arrière. Ces outils sont mis à disposition pour développer rapidement des cas d'utilisation couvrant un large éventail d'ODD. Ici, j'ai couvert l'eau, mais on peut faire exactement la même présentation avec l'agriculture, avec la déforestation et utilisant d'autres bandes, d'autres types de calculs. Et tous ces produits continentaux peuvent être assez facilement utilisés juste pour voir des changements ou utilisés pour une base pour essayer de calculer des volumes et des variations qui est utile donc pour les variations de volume et la comptabilité de l'eau. All right, so I'm going to talk to you a little bit about water accounting in Australia. Pardon me for not having very good French, so I'm going to present in English, and I hope you understand my Australian accent okay. So yeah, I work at the Australian Bureau of Statistics. I'm going to talk to you a little bit about Australia's climate and water policy issues very briefly, but the main content will be on the water account in Australia. The ABS produces a water account for Australia annually. So just briefly, just a very quick slide here talking about the environmental accounting that happens in Australia. The ABS is very heavily involved using the SIA framework, and there's a lot of environmental accounting going on around Australia. The ABS is focusing on things like the water account, the energy account, land accounts, waste accounts. But I'll talk mainly about water accounts here. Just a little bit on Australia's climate. So Australia has a highly variable climate, highly seasonal rainfall patterns across the country. We are very, very dry compared to most continents, probably similar to Tunisia. We have the lowest average annual rainfall of all continents except for Antarctica. So 80% of the continent has an annual rainfall of less than 600 millimeters, but it's very, very wet in the north and very, very dry in the middle of Australia, and quite dry around the southeastern areas of Australia where a lot of the population is. So the supply and use of water has become a priority issue in Australia, particularly over recent years. The changing climate with extended periods of drought and low storage levels of many major reservoirs has heightened the awareness of policymakers on the need for improved data to inform decision-making in relation to the management of this essential commodity. So some of the key water issues, there's many more than this, but these are some of the key water policy issues for Australia is our water availability, being a very dry continent. Climate change is having an effect, obviously, on our water supplies, growing population, the battle between agricultural water use and water for the environment, making sure we have secure water resources for our cities, which are growing quickly. Water pricing is a big issue, and increasing our efficiency in water use. So water accounting in Australia, there are many different organisations involved, the main two being the Australian Bureau of Statistics and the Bureau of Meteorology, who both produce a water account. And I'll explain a little bit more about the difference between the two water accounts. Our states and territories also produce water accounts. So we have 8 states and territories, 6 states, 2 territories. And the Murray-Darling Basin Authority, the Murray-Darling Basin is Australia's food bowl. It's a large area where a lot of the agricultural production takes place. At the moment, it's really only the Australian Bureau of Statistics who are using the SIA framework, but the Bureau of Meteorology and the state accounts can be mapped to the SIA as well. So we have 2 main water accounting publications, the ABS Water Account Australia and the BOM produce a national water account as well. And just to explain the difference between the two, and sorry, it's probably a little bit difficult to see this document, this slide, sorry, but the top half focuses on the inland water resource system, and the bottom half focuses on the economy. So this diagram shows in greater detail the flows of the inland water resource system and the economy to illustrate the water flows captured by water accounts. And a simple way of describing the difference between the
Bureau of Meteorology and the ABS water accounts is Bureau of Meteorology focus on the top half of the diagram. That is the stocks and flows within the inland water resource system. While the ABS focus is on the lower half of the diagram, that's the flows within the economy in both physical and monetary terms, and between the economy and the environment. And note that the area of intersection, that being the abstractions and return flows. So the Water Account Australia, this is the publication that the Bureau of Statistics produces. It's an annual publication. We've been producing this since the year 2000, but it's been an annual time series since 2008-09. We have many data sources. The publication looks at the whole of the economy with industry splits. Its main focus is the physical supply and use tables, but also monetary supply and use tables. And we produce data at national and state territory level, and we have links with the national accounts. So it's quite a large publication. We have a focus on the water supply, sewage and drainage industry, as well as the agriculture industry. And there's also experimental estimates in here of soil water use and household rainwater tank use. And there's not a focus in this publication on the physical asset accounts. That's more BOM, Bureau of Meteorology's work feeds into asset accounts. And that's something we'll concentrate more into the future with the ABS water accounts as well. We have many different data sources that feed into the water account. There's ABS surveys. There's also many sources from non-ABS agencies and non-survey data, many different sources feeding into the ABS water account. 3 of the key surveys that we use that feed into the water account, we have a water supply and sewage services. It's basically a census of water utilities across Australia. We also have an agricultural survey, which is an annual survey, and a census every 5 years. And these 2 are very, very important sources of information for the water account. We also have an energy, water and environment survey, which is a 3-yearly survey, and then a smaller survey in between those 3 years. And this survey focuses on the rest of the economy, that is excluding water supply and sewage services and agriculture. We like to think that there are many users of the water account. As I mentioned earlier, the supply and use of water has become a priority issue in Australia, particularly over recent years. Changing climate, extended periods of drought, low storage levels of many major reservoirs has heightened the awareness of policymakers on the need for improved data to inform decision-making in relation to the management of water. Many government agencies, we hope, are using this water account, agriculture, environment, researchers and academics as well. There's just a brief snapshot of some of the data from our water account, but I'll jump through and I'll talk a little bit about some of our challenges. So timeliness is a great challenge for us. At the moment, we only publish the water account around 15 months after the end of the reference period. So if we want to increase the relevance of the water account, we need to decrease this lag. When we take in so many different data sources, there's issues around the consistency and quality of these data sources. So that's always an issue. Spatial referencing is a really important issue. So aligning data spatially where physical, stock and flow information may be available at a river basin or catchment level, while economic data are usually only available at national or administrative region level. So, and it's hard to agree on a common spatial area for everyone to agree on for water data. So that's a real challenge for us as well. Linking monetary and physical information is always a great challenge, and the treatment of losses and environmental flows. Some of the data gaps we have in our water account: soil water use. So we've produced some experimental estimates, household rainwater tanks similarly.
Returns to the environment, irrigation runoff can be very difficult to measure and model, and environmental water flows are a big issue in Australia, and trying to measure those is a challenge. Also, discharges or returns to the sewerage system. So SEER framework, we need to be able to split those by industry and households, which can be difficult. Groundwater stocks is obviously a very difficult issue all around the world, but with technology rapidly developing, we hope to be able to solve some of those problems in the future. And I'll just touch on some of our forward strategies. So greater collaboration with policy areas to make sure we're producing relevant indicators, greater collaboration with other water agencies and other agencies such as Geoscience Australia to produce a more comprehensive set of accounts, broader awareness of the SEER beyond the ABS. So we're still trying to, it's still a challenge for us in Australia to mainstream the SEER and the framework. Linking water accounts to other SEER accounts is always a challenge. Making sure we maintain a regular time series of relevant indicators. And data provider load is also a big issue with our surveys. We want to try to move away from you relying on survey information and looking for other sources of data. And a great example of that is the water observations from space work that Geoscience Australia are currently producing, and working with them to produce volume data over time is really important for us.